Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing first, Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. and now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec. Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver pour un autre épisode de Dans la cage. Benoît Baudouin en compagnie de Pat Côté. Comment vas-tu, Pat? Ça va très bien, toi, mon Ben? Ça va très bien, merci. Très heureux de te retrouver pour cet autre épisode. Avant de passer aux choses sérieuses, en fait, l'important d'abord, pendant que je reviens dans l'écran. Excellent travail, Hey, Guillaume. Ouais, ça va très bien. Ça va très bien. On salue Guillaume, notre technicien, qui fait son gros possible par ailleurs. Non, ce que j'allais dire, l'important d'abord. Comment vont les préparatifs pour la playa, mon ami? Ah, ça va bien. Ben oui, moi, je m'en vais en vacances avec la famille. Il y en a qui vont dire que c'est pas des vacances, mais j'aime mieux courir après mes enfants sur le sable que dans la neige. Fait que, c'est ça que je dis. Pat qui va prendre un congé bien mérité. Il n'y a pas de... En fait, c'est la semaine prochaine, donc on va être ensemble samedi prochain pour le gala de l'UFC. Ankalaev contre Thiago Santos sur les ondes de RDS. Par la suite, la semaine du 19, il y a un gala de l'UFC, mais qui ne sera pas présenté à la télé en exclusivité sur la plateforme Fight Pass. Donc, Pat va en profiter pour aller prendre quelques petites vacances bien méritées avec la famille. Donc, je te souhaite de bonnes vacances, je te souhaite du beau temps et je te souhaite de te reposer. Mais sérieusement, ouais, c'est ça. Comme tu as dit, avec les deux enfants quand même, mais bon. Mais Pas face à l'œil. courir dans le sable versus courir dans la neige ou dans la slush ces temps-ci ou le verglas, bref, ça risque d'être mieux là-bas. OK, tout le monde, gros gala de l'UFC la semaine dernière, l'UFC 272. Jean-Paul qui était de retour sur les ondes de RDS, on a été content de le revoir. Lui, c'en est un qui préférait être dans le sable que dans la neige aussi. Je pense que ça a paru un petit peu à la télévision, son bronzage de celle-là. On n'avait pas le même teint. Là. C'est ça, là, ça a vendu la mèche un petit peu, là, à savoir où il était au cours des dernières semaines. Mais bon, ça fait du bien d'entendre Jean-Paul. Et au hashtag UFCRDS là, qu'on utilise toujours pour communiquer, on voyait que les gens étaient très heureux également de le retrouver. Donc, UFC 272, gros gala. Cette fin de semaine, il y en a un autre, Ankalaev contre Thiago Santos, je le disais. Donc, on va parler de tout ça, puis on va terminer l'émission comme d'habitude avec quelques actualités d'arts martiaux mixtes. La grosse histoire de la semaine passée, Pat, bien sûr, Covington contre Masvidal. L'histoire s'est écrite toute seule. La rivalité entre ces deux gars-là, d'anciens meilleurs amis, colocataires, maintenant ennemis jurés. Dans l'octogone, j'irais pas jusqu'à dire que ça a laissé à désirer, parce que les deux gars ont quand même récolté 50 000 $ de combat de la soirée. Mais n'eût été d'une grosse droite au troisième round qui a ébranlé un petit peu Covington. Je veux dire, Covington a mangé tout rond Masvidal. Absolument. Honnêtement, moi, je n'étais pas d'accord avec le 50 000 combat de la soirée. Je pense pas que c'est un combat de la soirée. Pour vrai, je pense qu'il y en a d'autres qui méritaient. Peut-être d'autres combattants qui font moins d'argent qu'eux autres en plus. C'est ça que je trouve bizarre un peu les combats de la soirée, mais peu importe. Est-ce que le combat a laissé à désirer sur ce qu'on attendait, ce qui avait été dit, sur le hype qu'il y avait autour? La réponse, c'est oui. Est-ce qu'on est surpris de ce genre de combat-là? La réponse, c'est non. La question, c'est que qui a été capable d'amener le combat dans les faiblesses de l'autre? Ben, c'est Covington avec, de un, sa condition physique qui était largement supérieure à Masvidal, et de deux, ses techniques au niveau de la lutte, qu'on savait qu'à un moment donné, ça allait arriver. Et c'est ça qui est arrivé, c'est ça qui a fait la différence. Je trouve ça bizarre après que Masvidal sorte en entrevue et il a dit « Ah, j'aurais peut-être dû lutter plus. » Je pense que tu aurais juste dû faire ça. Je trouve ça étrange qu'il mentionne ça. Sa condition physique l'a laissé tomber. Il sait que ça va affronter un gars qui est probablement un des top 3 de la meilleure condition physique dans l'organisation. Il sait que ça va là, puis il serait supposé être tip-top shape. Puis je l'ai dit à RDS le samedi passé, à la balance, il n'y avait pas de l'air top shape. Le matin, à la balance, la pesée officielle, il avait carrément drainé. Il avait l'air épuisé comparativement à Covington, qui avait l'air fringant, qui avait l'air en shape, il n'y avait pas de problème. Puis je pense que aussi, ça a paru. Je pense que la coupe de poids a été difficile. Il y a des choses qui ont
je pense qu'ils ont été mal faits dans la préparation de Masvidal. Et tout ce qu'on a entendu dans le passé en voulant dire que, OK, Covington, on l'aime pas, mais c'est tout un athlète, c'est un rat de gym qui est tout le temps là. Il a une mentalité d'athlète, il est vraiment en forme, il est dédié à ce sport-là, comparativement à Masvidal qui a eu beaucoup de critiques sur peut-être sa discipline de vie en tant que combattant, sa discipline de vie en tant qu'athlète était peut-être moins bonne. Je pense que là, ça apparaît. Je suis entièrement d'accord avec ton analyse. Covington, est-ce qu'il est... J'essaie de penser à ça, puis j'essaie de voir quel nom pouvait me venir en tête. Est-ce qu'il est parmi les meilleurs combattants, livre pour livre, peu importe la catégorie, parmi les meilleurs combattants qui ne sont pas champions présentement? Kamaru Usman, ça nous prouve à quel point Kamaru Usman est dominant. Il est numéro 1 livre pour livre selon les classements officiels de l'UFC, aux yeux de plusieurs observateurs aussi. Colby Covington, tout un athlète, comme tu l'as dit, il est de plus en plus complet. Il a lutté facile. Là. Il a amené 6 fois Masvidal au sol. Il n'y a pas eu de difficulté à le contrôler au sol. Il a même, avec ses mains, c'est lui qui a placé probablement les meilleurs coups. Je parlais de la grosse droite de Masvidal, mais c'est son seul coup du combat au 3e round. Il y a eu des bonnes combinaisons. Ça a été sa seule chance de terminer le combat, puis sa condition physique le laisser... Il était déjà brûlé à ce moment-là. Mais est-ce que Covington est un des combattants les plus complets, selon toi, qui est pas champion à l'UFC? Oui, c'est un peu le Dustin Poirier des 170 livres. C'est ça, ouais. Bonne comparaison. Puis ce qui est drôle, c'est que peut-être qu'on va avoir un combat à 170 livres entre les deux. Covington qui l'a challengé. Parce qu'on savait, là, une victoire des deux côtés, ça n'allait pas leur ramener un combat de champion du monde. Les deux ont perdu 2 fois contre Kamaru Usman. Là, sur Usman, il est sorti des médias. Il dit peut-être que je pourrais laisser une autre chance à Masvidal. Pas à Masvidal, à Covington. Peut-être qu'on pourra faire une trilogie, qui est lui qui l'a déjà battu 2 fois. Mais on savait que ça n'allait pas amener une victoire à un combat de championnat. C'était plus une victoire d'orgueil, une victoire morale pour celui qui allait remporter ça. Puis je pense que c'est pour ça aussi que Covington a lancé un défi à Poirier. On s'entend que Poirier est beaucoup plus aimé que Covington, mais avec raison. Puis je pense que Covington fait exprès pour se faire haïr aussi. Mais regarde, oui, tu as raison. T'sais, peu importe que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, il reste que c'est tout un athlète, c'est tout un combattant. Puis oui, c'est pas un grand finisseur, mais c'est un gars qui grind puis qui est épuisant à se battre contre, puis c'est fatigant de se battre contre ce gars-là parce qu'il est tout le jour dans ta face, puis il a un cardio extraordinaire. Donc, finissons sur Covington, tu as mentionné ce défi qu'il a lancé à Dustin Poirier. C'est une autre tentative de règlement de compte, on a l'impression. Les deux étaient aussi... Poirier est aussi à American Top Team, un des bons amis de Masvidal en plus. C'est sûr que la rivalité entre les deux n'est pas la même, l'historique n'est pas la même, mais visiblement, visiblement Covington veut affronter tout ce qui existe à American Top Team. Puis ça fait du sens pour Poirier aussi, parce que Poirier, on s'entend, il n'aura pas un combat de champion. Il est parmi les meilleurs à 155 livres, alors qu'il y a des tueurs dans cette catégorie-là, on en parle souvent. Un combat contre un gars de l'élite à 155 livres, pour lui, c'est dangereux. Il pourrait perdre des rangs. Puis il n'y aura pas de combat de championnat à très court terme, Dustin Poirier. Non. Je veux dire, personne ne s'attend à ce qu'il batte non plus Covington. Il y a de l'argent à faire aussi avec ça. Que ce soit... Ce sera peut-être pas aussi payant qu'un 4e combat contre McGregor, mais je veux dire, c'est peut-être... Je sais pas. Au niveau business, ça fait peut-être du sens pour Poirier de faire ça. Il n'y a pas grand-chose à perdre au niveau sportif, en tout cas. Non, puis regarde, si on fait un beau build-up autour de ça. Puis, tu disais que l'historique, c'est vrai que l'histoire n'est pas pareille comme Masvidal, mais la rivalité, je pense qu'elle commence à être aussi grande. Là, quand Covington dit que le bébé, il est le père de son bébé. Là, je veux dire, ça va loin. Là, Covington, il avait attaqué les enfants aussi de Masvidal. Ça va loin. Je pense que ça dépasse la ligne, mais ça reste que c'est Covington. Je pense que la rivalité est bien installée. Les deux se sont envoyés des messages aussi sur les réseaux sociaux. Ça pourrait être un combat à faire. On sait que Poirier ne veut plus se battre vraiment à 155 livres. Il est comme dans un cul-de-sac. Il est dans une position étrange à 155 livres. Puis, il a déjà dit qu'il ne serait pas gêné de monter à 170 juste pour des gros combats. Puis, je pense que ça en est un gros. Oui, exactement. Puis, c'est ça. Poirier le dit publiquement. Mes prochains combats, ça va être des combats qui vont être payants.
Donc, que ce soit un combat contre McGregor pour lui ou un combat contre Covington ou des gars comme ça peut être intéressant. Pour Masvidal, maintenant, 3 défaites de suite. Il a 37 ans. Je veux pas que simplifier un petit peu les choses au niveau de Masvidal. Je veux dire, il a une belle carrière. Il a eu toute une carrière. 2 combats de championnat, mais on s'entend qu'il a fait sa carrière grâce à un KO de 5 secondes contre Ben Askren. S'il y avait et un KO contre Darren Till en Angleterre. Je veux dire, ces 2 combats-là de suite ont fait en sorte que Masvidal, que personne ne voyait ou à peu près, qui était dans le top 10, mais qui était pas, qu'on voyait pas comme un aspirant potentiel, a eu sa chance au titre, est devenu juste ultra populaire avec ses performances, mais avec aussi son personnage ou sa personnalité. Sportivement parlant, est-ce qu'il est encore dans l'élite à 170 livres ou c'est le retour du bon vieux Masvidal, l'expression journeyman, le gars qui est là, qui est pas mauvais, mais qui est pas ultra bon non plus. Là. Ouais, t'as raison. T'as tout à fait raison, c'est exactement ça. C'est pas un gars qui a un super gros talent, mais oui, il a fait ce qu'il avait à faire. Je pense que Masvidal, c'est plus un performer qu'un gars qui a un grand talent. Quand c'est le temps de livrer la marchandise, il est capable de le faire. Et ça, il y en a plein qui au gym, c'est des killers au gym. Mais quand c'est le temps de livrer la marchandise, ils ne sont pas capables de le faire. Mais Masvidal, lui, est capable de le faire. Et c'est ça les grands... les grands athlètes, des fois, c'est pas tout le temps les meilleurs qui sont au niveau skills-wise, là, mais c'est quand c'est le temps de performer. Lui, il est capable de le faire. Là, je pense que sa préparation a été pas adéquate pour ce combat-là. Il s'est peut-être laissé emporter par ses émotions aussi. Peut-être qu'il pensait qu'il allait le knocker en premier. Je ne sais pas. Mais je trouve que sa préparation n'a pas bien été faite. Mais je pense pas que tu vas changer Masvidal rendu à 37 ans dans ce sport-là. Non, c'est ça. Puis je pense qu'il va demeurer un des favoris de la foule. Lui, il veut une revanche. Perso, aucun intérêt à avoir une revanche. En tout cas, pas pour l'instant de ces 2 gars-là. Je ne suis pas sûr que l'UFC non plus. Donc, à suivre donc ce qui va arriver pour Jorge Masvidal. Mais Colby Covington, clairement, qui a eu le meilleur entre ces deux grands rivaux. Victoire facile pour lui par décision unanime en grande finale de l'UFC 272. En demi-finale, un combat intriguant, Pat, entre Rafael Dos Anjos et Renato Moicano, 2 Brésiliens. Moicano à pied levé qui venait remplacer Rafael Fiziev. Un peu à l'image de la finale, domination complète ou presque de Dos Anjos. Au podcast la semaine passée, je questionnais un petit peu où Dos Anjos en était dans sa carrière. Lui aussi, il a 37-38 ans. Je me questionnais s'il avait encore ce qu'il fallait pour demeurer dans l'élite à 155 livres. Il a joué avec Moicano. Là. Il a clairement démontré que c'était lui le plus puissant. Pas grand-chose à redire de sa performance. Absolument pas. Écoute, regarde, j'ai pas trop compris pourquoi c'est un combat de 5 rounds en demi-finale. Honnêtement, là, j'en ai aucune idée. Je pense que c'est parce que Fiziev devait être en finale d'un événement Fight Night 2 semaines auparavant. Lorsqu'on a remis Fiziev contre Dos Anjos en demi-finale à l'UFC 272, on a gardé le 5 rounds. Et là, quand on a mis Moicano à la place de Fiziev, on a gardé le 5 rounds. Je vois pas d'autres explications, mais je veux dire, on aurait clairement pu ramener ça à 3 rounds. Là, je pense que ça aurait été mieux pour Moicano, honnêtement. Je veux dire, les 2 derniers rounds, même si le dernier round, il y a eu plus de succès, je pense que Dos Anjos il a peut-être levé le pied un peu. Par respect, parce que là, c'est une volée, là, ça n'a pas d'allure. Puis, honnêtement, l'arbitre voulait arrêter le combat. Ouais. Il a demandé, rendu au 4e round, il a demandé au coin, il a demandé au docteur, il dit, t'es sûr qu'il peut continuer, là? Mais si le docteur dit qu'il peut continuer, l'arbitre, le docteur est toujours plus haut que l'arbitre. Il attendait peut-être à une grosse charge quand ça arrive au 5e round, mais là, c'est là qu'il a connu son meilleur round, Moicano. Il faut élever notre chapeau pour son courage. Il est sorti de là magané pas à peu près. Il n'était pas classé, puis du côté de Dos Anjos, il était classé 6e. Il fallait qu'il fasse un statement. Il fallait qu'il prouve qu'il n'y avait pas d'affaire là, Moicano, puis il l'a fait. Puis ça va être intéressant. Là, Dos Anjos, lui, aimerait ça faire finalement le combat face à McGregor qui ne s'est jamais fait. Parce que Mané, c'était booké, ce combat-là, puis Dos Anjos s'est blessé. Donc, c'est peut-être un avenir aussi pour McGregor, mais tu sais,
on disait qu'Islam Makhachev avait refusé le combat face à Dos Anjos et Makhachev a dit non, c'est pas vrai. Il dit moi, j'ai demandé 1 million pour me battre contre Dos Anjos, puis on me l'a pas donné. Donc, c'est pour ça que moi, j'avais pas accepté un combat à court d'avis si on me donnait pas un bonus monétaire. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que là, on a dit, après sa dernière victoire de Makhachev, Dana White avait dit c'est le prochain à la liste pour un title fight. Et là, il a refusé le combat. Puis il a dit, OK, vu qu'il a refusé le combat, il faut qu'il va se battre contre Donald Dariush. Ça, là, dans ma tête, là, ça fait un scénario parfait pour le tasser, pour que Conor revienne pour un combat de championnat du monde. Je te dis, moi, je vois ça comme ça. Et puis Dana White n'a pas fermé la porte. Absolument pas. Puis c'est tout le temps une question d'argent, une question de revenus, une question d'exposure. Puis si McGregor revient avec un bon build-up, puis face à Charles Oliveira, ou face à Justin Gage, ou whatever, moi, je pense qu'on peut le revoir en combat de championnat, mais qu'il revienne, de se dire, bon, mais juste gagné un combat à ces 3-4 derniers. Who cares? On s'en fout. Tu vas acheter le combat pareil. Moi, je vais l'acheter. Ben, je vais travailler, là, mais toi, tu vas l'acheter. Tout le monde qui l'écoute va l'acheter parce que c'est McGregor, même si j'ai perdu la moitié de ses derniers combats. C'est comme ça. Ouais, puis t'as raison. J'avais pas trop pensé à cette avenue-là, mais c'est ça. L'UFC se dédouane un petit peu en disant ça aurait pu être Makhachev au lieu de McGregor, mais non, effectivement. C'est ça. On en a parlé la semaine passée, c'est une décision un peu. C'est politique plus que d'autres choses. Business. C'est ça. Est-ce que l'arbitre, pour en revenir à ce combat-là entre Moïcano et Rafael Dos Anjos, parce que tu as raison, pas Moïcano, mais Dos Anjos a levé le pied. En fait, n'a pas levé le pied, mais son coin lui avait dit clairement, prends pas de risque au 5e round. Tu as gagné tous les rounds de façon dominante. Fais juste écouler le temps. Là. Et finalement, c'est là qu'il y a un petit sursaut d'orgueil et sursaut d'énergie de Moïcano. Ça aurait pu le jouer des tours à Dos Anjos. Finalement, a pu survivre. Mais comme tu dis, il était magané. On est passé près d'arrêter le combat. Et Dos Anjos a dit en entrevue hier que ça lui puait au nez à quel point il y avait un manque à quel point les coins refusaient de lancer des serviettes en arts martiaux mixtes. C'est tellement pas dans la culture. Mais il dit les combattants prennent du dommage pour rien. Et c'est ce qui est arrivé avec Renato Moïcano. Il a pris du dommage pour rien. Et Dos Anjos a dit j'aimerais ça que la culture change, j'aimerais ça que les coins prennent plus soin de leurs combattants. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et est-ce que le coin de Moïcano aurait dû lancer la serviette après le 4e round? Peut-être, mais connaissant Marco D'Amata qui était dans son coin, qui est un entraîneur d'American Top Team, ça n'allait pas arriver. Mais c'est tellement touché aussi. Là, puis, tu peux pas lancer la serviette en arts martiaux mixtes, hein, ça se fait pas. C'est en boxe, tu lances la serviette, c'est correct. Mais si tu lances la serviette, l'arbitre va le prendre pour garocher un accès de l'octogone. Il faut que tu te lèves, il faut que tu te dises verbalement que tu vas arrêter le combat. Donc, c'est touché parce que faut que tu mettes ça clair avec ton combattant aussi. Peut-être qu'avant le combat, Moïcano, il dit t'arrêtes jamais le combat. Jamais. Même si je suis magané, tu ne l'arrêtes jamais. Ils se connaissent, ceux-là. Mais oui, à un moment donné, si l'entraîneur prend une décision, ça ne veut pas l'affaire du combattant. Il peut avoir une friction, il peut avoir un froid à long terme. Un combattant ne va jamais vouloir arrêter. C'est touché dans le coin de prendre cette décision-là. Mais là, c'était pas serré pantoute. Il recevait, c'était du dommage, il était magané, puis c'était 0-0 serré. Fait que oui, peut-être qu'il y aurait peut-être une matière à arrêter le combat. Bref, grosse victoire de Dos Anjos, sa première depuis novembre 2020. Lui, ça faisait plus d'un an qu'il s'était pas battu. Et est revenu en force avec cette grosse performance. Rafael Dos Anjos, qui va demeurer, lui, là, il était 6e avant ce combat-là, va demeurer pas loin du top 5 chez les poids légers. Il va probablement demeurer, c'est ça, il va demeurer 6e parce que c'est difficile de lui faire gagner un rang vu que Moïcano n'était pas classé. Bref. Bryce Mitchell contre Edson Barboza, ça c'est un combat très intriguant. Et finalement, un peu la même chose. Bryce Mitchell s'est amusé avec Edson Barboza. Il n'a eu aucune difficulté à l'amener au sol. Et c'est pas le dernier venu, Barboza, donc de loin, la plus grosse victoire de la carrière de Bryce Mitchell. Et c'est un problème, lui, à 145 livres. Absolument. 15-0, le gars, il est vraiment, vraiment solide. Puis même debout, il l'a ébranlé au premier round à Barboza. Fait que, là, ça a mis un doute à Barboza au niveau du combat debout. Il était plus hésitant. Elle nous les a mis au sol facile pour Bryce Mitchell. Tout ce qu'il n'a pas fait
c'est de passer une soumission, mais de le dominer d'un bout à l'autre. Puis, les positions tight, serrées, passer la garde, restait serré. Il n'y avait pas d'espace pour bouger pour le Brésilien. Donc, oui, tu as raison. Bryce Mitchell pourrait devenir un sérieux problème. Il vient de faire son entrée dans le top 10 d'ailleurs. Je regarde les classements qui ont été mis à jour. Il est 9e. Comment il fait, Pat? Il n'a pas l'air très gros. Tu sais, c'est pas un gros 145 livres, contrairement à Barboza qui avait l'air d'avoir l'avantage au niveau physique. Mais comment techniquement il fait pour maîtriser des gars comme ça au sol? Je veux dire, Barboza n'a jamais passé proche d'être capable de se relever là, quand Mitchell était au sol. Tu l'as dit, c'est techniquement, la technique va toujours remporter sur la force physique, la lutte au sol, le positionnement des hanches, le positionnement de ton poids, comment tu te déplaces, comment que tu places ton corps vis-à-vis de ton adversaire. C'est ça, le jeu du jiu-jitsu au sol, c'est un jeu d'échecs. Tu penses à un ou deux mouvements d'avance, puis tu te places comme ça, ton adversaire va bouger comme ça, puis tu as déjà 2-3 options sur cette position-là. C'est en faisant, il y en a qui développent ces skills-là beaucoup plus rapidement que d'autres. Mais c'était un clash de style. Là, c'était le spécialiste du combat debout face au spécialiste du combat au sol. Mais en même temps, Bryce Mitchell, il y a une bonne lutte pour amener le combat dans son monde. Souvent, c'est ça qui manque à des bons combattants de Jiu-Jitsu. Ils n'ont pas de bonne lutte. Ils sont obligés de rester debout. Mais Bryce Mitchell, il a vraiment une bonne lutte. Il a un bon timing aussi. Ouais. Le timing aussi, ça fait toute la différence là, pour surprendre ton adversaire. Il y a quelques options. Là, je regarde les classements. Il y a quelques options pour Bryce Mitchell. Giga Chikadze est 8e, juste devant. Revient d'une dure défaite, Chikadze contre Calvin Kattar. Est-ce qu'on veut refaire un peu le même... Ce serait un peu le même concept là, qu'on a fait avec Barboza, c'est-à-dire le spécialiste de kickboxing contre le spécialiste de jiu-jitsu et de lutte, entre Chikadze et Bryce Mitchell. Mais si on veut aller ailleurs, il y a Brendan Allen aussi qui est 7e. Allen est très solide au niveau du jeu au sol aussi. Donc, ça pourrait être un bon test ça, pour Bryce Mitchell. Deux combattants qui se ressemblent un petit peu quand même, je pense. Oui, je pense que ce combat-là, ça pourrait être intéressant, là, honnêtement, là, parce que les deux, c'est que deux comme Rising Star qui ont sorti, puis là, ils avancent. Donc, vraiment, je pense que ça pourrait être bon pour départager c'est qui qu'on va mettre de l'avant entre ces deux-là, parce qu'ils sont à peu près à égalité présentement. Mais, tu sais, je veux dire, pour Bryce Mitchell, c'est sa plus grosse victoire en carrière. Ouais. Quand tu penses à Barboza, là, c'est battu contre des Kevin Lee, des Anthony Pettis, c'est battu contre des Habib Nurmagomedov, Paul Felder 2 fois. Hey, les adversaires qu'il a affrontés, là, Barboza, c'est quelque chose. Là. Il y en a d'autres. Il y en a gagné, il y en a perdu, mais il a affronté les meilleurs. Oui, absolument. Fait que, j'ai bien hâte de le revoir, lui, Bryce Mitchell. Effectivement. Donc, il est maintenant à 15 victoires, aucune défaite. Cet Américain, ce personnage américain, disons ça comme ça. Rapido, on va peut-être faire le tour des autres combattants ou des autres performances qui ont retenu l'attention. Kevin Harland a fait subir une 4e défaite de suite à Alex Oliveira. Je pense que c'était même la première défaite par KO pour le Cowboy. Ouais, mais, la deuxième. La deuxième. Harland a fini ça avec des gros coups de coude, du gros ground and pound. En fait, il a ébranlé Oliveira, il a terminé ça. Ça a été assez expéditif au deuxième round. C'est son premier combat à 170 livres aussi pour Kevin Harland. Lui, c'est pas compliqué. Il dit « Ça me dérange pas, je veux juste me battre souvent, que ce soit à 170 ou à 185. » C'en est un autre qui a une drôle qui a une mentalité de combattant. C'est un gars qui recule pas devant grand monde. Kevin Harland, il a été impressionnant en fin de semaine. Oui, il est impressionnant parce qu'il n'a pas fait un clown. D'habitude, là, il a l'air nonchalant, il regarde partout, il parle à tout le monde. Là, il était concentré. Premier round, ça n'a pas été facile pour lui. Il s'est fait quand même dominer. Mais finalement, début de deuxième round, il est parti en force puis il a fini. Kevin Harland, il était sur 3 combats sans victoire, un combat nul et 2 défaites. Donc, c'est un combat important pour les deux. Charles Oliveira, pas Charles Oliveira, mais Cowboy Oliveira, il ne va pas se faire mettre à la porte. Je pense pas. On l'aime beaucoup. C'est un gars qui a donné beaucoup pour l'organisation. Mais lui aussi, il avance en âge, 4 défaites de suite. La fin approche pour Charles Oliveira. Ouais, effectivement. J'ai tout le temps Charles Oliveira dans la tête. Alex. Alex Oliveira. Est-ce que tu étais content de la performance de Sergey Spivak contre ton préféré Greg Hardy? Oui. Puis là, honnêtement, puis je l'ai dit en ondes, je pense que l'expérience Greg Hardy est terminée. Là, c'est son dernier combat sur son contrat. T'sais, l'investissement qu'on a donné à lui, qui gagne très cher pour le talent qu'il a, on va se le dire, n'est pas rentable pour l'organisation.
ils ne sont pas capables d'aller rechercher l'investissement qu'ils mettent sur ce gars-là. Oui, c'est un gros coup de pub, c'est un gars c'est un bon joueur de football, c'est un Hall of Fame au football aussi, il est participé à des Pro Bowl. Mais comme combattant, je veux dire, c'est sa 3e défaite de suite. Il est pas bon. Il est pas bon, puis c'est pas une belle image que je pense que l'UFC donne en me donnant une chance, encore une fois, à ce gars-là sur le pay-per-view tout le temps. Je sais pas ce qu'il y a avec ce gars-là, l'organisation, mais ils ont l'air à l'aimer bien gros. Mais, je veux dire, c'est pas un combattant de l'élite mondiale. Là, il n'y a plus de contrat. L'expérience Greg Hardy, à mon avis, est terminée. On devrait fermer les livres là-dessus et passer à d'autres choses. 4 victoires, 5 défaites, une nulle technique à l'UFC, donc en 10 combats. Et là, Pat nous dit que c'est son... J'aurais tendance à être d'accord avec toi. Là. Je veux dire, si on avait voulu le re-signer, on l'aurait... Bah, ça veut pas dire, là, parce qu'il était sur 2 défaites consécutives. Peut-être que l'UFC a dit, si tu gagnes, tu vas re-signer. On s'est clairement gardé une porte de sortie de ne pas le remettre sous contrat. Fait que j'aurais tendance à être d'accord avec toi que l'expérience est terminée. Ou en tout cas, il va gagner pas mal moins cher qu'il gagnait si l'UFC décide de le re-signer. Mais c'est comme ça, 3 défaites de suite pour lui. Mais il fait encore jaser. Je lisais sur Twitter une discussion entre 2 internautes. Puis je suis tombé là-dessus par hasard, mais il y a un gars qui disait avant de chialer sur Greg Hardy, regardez sur quel divan. Je pense que c'est un autre combattant qui disait ça. Avant de chialer sur Greg Hardy, regardez sur quel divan vous êtes assis avant de chialer, en voulant dire vous autres, vous n'avez rien fait, vous n'avez pas fait les sacrifices que les combattants font, vous êtes assis sur vos fesses, dans votre divan, puis vous chialez ce que le gars donne. T'sais. Il y a un gars qui a juste répondu. Moi, je ne me suis jamais fait accuser de violence conjugale non plus. À un moment donné, il faut que tu checkes ce qu'il a fait aussi. Est-ce que l'image a été. Je veux dire, il est là. S'il était dans n'importe quelle autre catégorie de poids, il ne serait jamais à l'UFC. Il est là parce que la division des poids lourds n'est pas si forte que ça. Il est rentré pour un coup de pub. Il a une grosse slap. C'est un gros bonhomme, comme la plupart des poids lourds qui sont pas dans le top 5, là, les autres après. Et Spivak, c'est un gars qui est différent des autres. Il ne se bat pas juste debout, il est capable d'aller au sol. C'est exactement ça qui est arrivé. Tu vois qu'est-ce qui est arrivé. Fait que c'est pas un grand talent. Là. Puis même si tu dis à quelqu'un, oh, mais regarde, toi, tu n'étais pas rendu là. Je sais bien, mais s'il n'avait pas joué au football, s'il n'y avait pas un nom qui a pour jouer au football, puis s'il n'était pas dans les poids lourds, on ne l'aurait jamais vu. Ah, 100%. Ça rejoint ce que l'internaute a répondu aussi. Il y avait ça, puis il y avait aussi, il dit moi, c'est samedi pour moi, je viens de payer 75$ pour regarder des combats. Clairement, ce gars-là n'a pas sa place parmi les meilleurs, parmi l'élite mondiale. Puis moi, lundi matin, quand je vais aller travailler, puis que c'est Greg Hardy qui va être sur son divan, ben, personne va dire que moi, j'ai pas d'affaires là. Tu sais, je veux dire, moi, je travaille toute la semaine puis je dépense 75$ pour acheter un gala pay-per-view, puis ce que j'ai à TV, à la télé à la carte, c'est Greg Hardy, puis il n'y a pas d'affaires là. Fait qu'à un moment donné aussi, on peut les paye les gars-là, puis c'est grâce aux gens qui achètent les gars-là que je veux dire que les combattants gagnent de l'argent puis que l'UFC fait des sous et tout ça. Bref, parenthèse, mais Greg Hardy fait réagir encore, puis c'est vrai que c'est pas tout le monde qui... Les gens commencent à... S'ils ne le savaient pas, ils commencent à se rendre compte qu'il ne fait pas partie de l'élite mondiale, il n'a probablement pas d'affaires à l'UFC, puis qu'il est là simplement parce que c'est un ancien joueur de foot, comme Pat dit. Jalen Turner a passé un gros KO à Jamie Mullarkey. Marina Rodriguez, on en parlait la semaine passée contre Yan Xiaonan. Ça, c'était un combat important chez les poids paille féminins. Ça a été une victoire par décision partagée de Marina Rodriguez. Qui a dit qu'elle mérite, selon elle, la prochaine chance au titre? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Elle était classée 3e, je pense, puis elle a battu la 4e. Ben là, il est supposé être Carla Esparza contre... C'est ça. Après, peut-être? Ouais, ça, c'est long, là. C'est pas encore annoncé. J'aurais aimé... Puis Tionan, elle a dit qu'elle pense qu'elle a gagné le combat, gagné le premier round puis le deuxième. C'est un combat super serré. J'aurais aimé voir plus comment je peux dire ça? Plus d'entêtement des deux combattants. Je trouvais qu'ils l'ont joué un peu safe. Ouais. Quand tu fais le genre de combat comme ça, c'est dur de valoriser que tu mérites un combat de championnat du monde. Les deux le savaient. Là. C'est un combat super important. La victoire t'a amené probablement un combat de championnat du monde. Mais là, avec une performance de même, tu es un peu sur le frein là, en tant que promoteur, en tant que matchmaker. Tu te dis, est-ce qu'il voulait vraiment? T'sais, j'aurais même mieux qu'il. Puis je veux pas dire qu'il a embarqué d'un coup
combat coup pour coup. Puis c'était stratégique des deux côtés, puis c'était bien correct. Sauf que quand tu fais un combat de championnat du monde, tu essaies de faire un statement. Il n'y en a pas une des deux, à mon avis, qui a essayé d'en faire. Ouais, puis là, c'est ça, on en parlait aussi. Esparza est clairement celle qui est là, en haut de la liste pour un combat de championnat contre Rose Namajunas. Zhang Weili, quand elle va revenir, est encore très populaire. Je veux dire, Joanna Jędrzejczyk est encore très populaire. Est-ce qu'elle va décider de revenir? Si elle décide de revenir, je veux dire, c'est... est-ce que Jessica Andrade voudrait redescendre à 115 livres? Elle a déjà battu Rose Namajunas. C'est une ancienne championne. Je veux dire, il n'y a rien de sûr. Là. Je veux dire, il y a ces filles-là qui ont déjà prouvé, qui sont des anciennes championnes, qui sont déjà connues du public, qui sont déjà des vedettes, qui peuvent bypasser à peu près n'importe qui. Là, je veux dire, c'est pas, ça va pas au mérite. C'est pas une méritocratie nécessairement. Là, un peu à l'image de ce dont on parlait avec un peu plus tôt là, avec... je me rappelle plus, mais avec Dos Anjos, Conor McGregor qui pourrait passer par-dessus tout le monde. Je veux dire, c'est un peu le même principe dans cette catégorie-là. Donc, effectivement, c'est pas parce que tu le mérites que tu es sur une grosse séquence de victoires que c'est nécessairement ça qui va arriver. Il y a eu une victoire, je veux mentionner la victoire assez émotive de Marina Moroz contre Maria Agapova. Bien sûr, Moroz qui est ukrainienne. Apparemment, elle a pleuré toute la semaine. Ça devait être dur. Là. Ça devait être dur pour elle. Je pense qu'on a senti vraiment l'émotion. Grosse performance. Performer aussi de la sorte quand ton pays, ta famille, probablement des gens que tu connais sont aux prises avec la guerre. Ça devait vraiment pas être évident. Et le cousin de Khabib Nurmagomedov, Umar, qui a réussi une victoire contre Brian Kelleher aussi. Donc, une autre grosse performance pour lui. Je pense Habib qui va se faire introduire au temps de la renommée aussi cet été. Oui, c'est vrai. Ça. On a appris ça cette fin de semaine. Je pense que personne ne tombe en bas de sa chaise. Hein, non, le timing est peut-être pas parfait, mais je veux dire pour l'annoncer. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis un peu d'accord. Je sais pas. C'était juste ça. Ouais, t'as raison. Peut-être que le département de communication de l'UFC aurait pu mais en même temps, je ne veux pas pénaliser les athlètes à cause de leur nationalité. Je pense qu'il y a ça aussi là-dedans. Non, et puis la guerre ne sera pas finie dans 2 mois, là, je veux dire. En tout cas. Malheureusement, je pense. Malheureusement, non. Là. En tout cas, si on est réaliste, là, je veux dire, en espérant que ça va faire moins rage, mais le conflit ne sera pas terminé dans 2 mois. Donc, si on veut admettre ou introniser Khabib Nurmagomedov, c'est ça, il faut l'annoncer. Faut l'annoncer éventuellement. Cette fin de semaine, Pat, on est de retour à l'Apex pour un gala sur les ondes de RDS dans son intégralité. Donc, honnêtement, sur papier, c'est une très bonne carte. Beaucoup de combattants classés, beaucoup de duels qui promettent beaucoup d'actions. En finale, c'est Thiago Santos contre Magomed Ankalaev. Ça se passe chez les 205 livres, donc chez les Milo. Thiago Santos, le bon vieux vétéran là, qui était en combat de championnat du monde, mais qui connaît peut-être des moments un peu plus difficiles, disons-le. Il a gagné son dernier combat, mais ça stoppait une séquence de 3 défaites contre Ankalaev, le gros lutteur du Daghestan, qui lui semblait invincible. Je veux dire, est-ce que Thiago Santos est capable d'arrêter le rouleau compresseur Magomed Ankalaev? 7 victoires de suite là, pour le Russe. Ankalaev, il y a des bons kicks aussi. Hein? Il y a des bons coups de pied là, très, très solides. C'est le 50e événement au Apex. Apex qui a sauvé l'UFC, on va se le dire. Juste de l'UFC ou en comptant les Dana White Contender Series? Non, juste des événements. Juste de l'UFC. C'est pas Contender, non. Contender, on est rendu pas plus que ça. Mais juste les vrais galas UFC, c'est le 50e gala au Apex qui a sauvé les fesses de l'UFC. On s'entend là, pendant la pandémie, là, c'est pas mal à cause de ça que les combattants ont été capables de continuer à travailler et qui ont présenté des événements. Donc, pour cet événement-là, Thiago Santos, c'est dommage parce que contre John Jones, il y en a qui pensent qu'il a gagné, il y en a qui pensent que non, mais ça a été super serré, il a donné une super belle performance. S'il avait été sur ses deux jambes, il aurait peut-être pu battre John Jones, c'est ça? Mais il s'est blessé. Et là, il s'est fait opérer, puis depuis, quand il est revenu, il n'a pas été capable de retrouver ses repères, il est un peu mêlé, peut-être hésitant aussi à cause de ses jambes, à cause de son genou, je ne sais pas. Là, il a gagné son dernier combat, peut-être ça va le repartir. Mais il va falloir qu'il puise dans ses ressources pour stopper Ankalaev, qui est sur toute une séquence. Donc, duel entre 2 gars du top
du top 10. Je le disais, Ankalaev, 6e, Thiago Santos, 5e. Probablement, Santos a la trentaine avancée, lui aussi, ça fait longtemps qu'il est là. Donc, comme Pat dit, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va nous réserver. Même contre Johnny Walker à son dernier, on s'entend que ça n'avait pas été un grand combat. Là. Il était un peu hésitant là aussi. Thiago Santos ne peut pas se permettre d'être à la défensive contre un gars qui est très agressif. Là. Ouais, ben, tu sais, il était sur une séquence de défaites. Là. Il était sur 3 défaites de suite. Il était peut-être un peu sur les talons, avec raison. Walker, ben, tu sais, c'était ça. C'est un gros cognard. Mais regarde, là, il est revenu sur le chemin de la victoire. Thiago Santos en confiance, c'est encore Thiago Santos dangereux. Tu sais, j'ai hâte de voir comment il va approcher ce combat-là. Mais c'est sûr qu'Ankalaev, c'est un monstre. Présentement, là, il a l'air d'un rouleau compresseur. Oui, exactement. Marlon Moraes contre Song Yadong, ça se passe chez les poids coqs, donc 135 livres. Moraes est 10e, Yadong est 14e, mais les deux. C'est un peu le classique du vétéran Moraes qui est un peu qui lui aussi sur une pente un peu plus difficile avec 3 défaites de suite. Yadong, 7 victoires, 1 défaite et 1 combat nul depuis ses débuts à l'UFC. Il a remporté ses 2 derniers. Il est plus jeune également. Un changement de garde peut-être. Là. Et le dernier de Moraes a été toute une guerre. Il a passé quand même proche de finir Merab Dvalishvili à l'UFC 266. Puis finalement, Dvalishvili a survécu, a puisé dans ses réserves et a dominé la fin, les 2 derniers rounds, si je me rappelle bien, il a fait beaucoup de dommages à Marlon Moraes. Donc, hâte de voir comment il va s'être remis de ça. Et est-ce que tu t'attends à un changement de garde, justement, peut-être cette fin de semaine? Ben, écoute, je m'attends à ce que Moraes va arriver avec le couteau entre les dents, là, parce qu'il ne peut pas se permettre de perdre ce combat-là. Il ne peut pas se permettre d'avoir 4 défaites de suite. Moraes, quand il est arrivé à l'UFC, on le voyait déjà peut-être potentiellement comme un futur champion. Ça n'a pas donné ce qu'on pensait. Oui, il arrivait d'autres organisations qui est très, très bon. Là. Et quand il est arrivé, il avait beaucoup de killers. Là, quand on l'a donné à ce qu'il méritait parce qu'il fait partie de ces combattants-là, mais il n'a pas eu un début de carrière facile à l'UFC. Donc, c'est sûr que lui, il ne peut pas se permettre de perdre ce combat-là face à justement Yadong qui, comme tu le dis, là, ça peut être un changement de garde, ça peut être un combat de fin de carrière aussi pour Moraes, advenant une défaite, puis comment il perd. C'est ça, c'est 3 défaites de suite, je le disais, contre Dvalishvili. Après ça, il a perdu contre Rob Font par KO. Avant ça, perdu contre Corey Sandhagen. Je veux dire, là, on parle de l'élite, là, de l'élite de cette division-là. Contre Dvalishvili, finalement, il s'était fait passer le KO au 2e round. Ah, c'est ça. Il s'était fait passer le KO au 2e round après avoir dominé le premier, avoir passé proche de finir le combat. Fait que ça lui fait quand même 3 défaites par KO de suite. Avant ça, c'était contre... il a perdu également contre Henry Cejudo. C'est ça. Il y a quelques grosses victoires. Il était champion de World Series of Fighting, Marlon Moraes. Mais non, effectivement, il est sur une séquence difficile. Et Yadong, le Chinois, 7 victoires, 1 défaite et 1 combat nul à l'UFC. Deux combattants offensifs quand même. Donc, quand je vous disais que oui, c'est des gars classés, mais c'est surtout des bons match-ups, des bons duels. On est en droit de s'attendre à beaucoup d'actions. Même chose pour Sodiq Yusuff contre Alex Caceres. 12 contre 15 chez les 145 livres. 2 gars qui sont sur des bonnes séquences. Yusuff a une seule défaite à l'UFC. C'était à son dernier combat contre Brendan Allen. On en a parlé un petit peu plus tôt d'Allen. Puis Caceres, le bon vieux Bruce Leroy, mine de rien, 5 victoires de suite pour lui. Là. Ouais, exact. Puis honnêtement, c'est un bang. Ça, c'est un bang fest. Honnêtement, j'ai bien hâte de voir ça. Caceres qui a un style vraiment unique, qui est dur à toucher, qui bouge énormément. Yusuff, il est tellement puissant, il va toujours vers l'avant. Honnêtement, j'ai vraiment hâte de voir ce combat-là. Comment Yusuff va être capable de solutionner un peu le style unique à Caceres. Oui, effectivement. Donc, autre combat sur cette carte. Un mot sur Drew Dober contre Terrence McKinney. McKinney qui, à pied levé, remplace un combattant qui s'est blessé. McKinney, on l'a vu il y a 2 semaines, je pense. N'avait pas eu trop de difficultés contre Fares Ziam, le Français. S'en est débarrassé au premier round. C'est un peu la mode, là. C'est la mode. Il y en a souvent, des combattants à la dernière minute, mais des
des combattants qui acceptent des combats à la dernière minute après quelques semaines seulement de congé. Il y a eu Bobby Green à même pas une semaine d'avis contre Islam Makhachev. Il y a eu Moïcano cette fin de semaine. Là, Terence McKinney cette semaine. Les deux premiers, ça n'a pas été... n'ont pas eu beaucoup de succès. Je pense que McKinney peut peut-être avoir plus de succès contre Dober, mais c'est pas un client facile quand même. Je pense aussi. Puis... Non, Dober est solide au niveau de la boxe thaïlandaise. Des bons coups de pied, très explosif. McKinney qui, avec sa décision de prendre ce combat-là, il restait 2 combats sur son contrat, on l'a déchiré, puis il a signé une nouvelle entente de 4 combats avec l'UFC. Donc, c'est peut-être ça aussi qui a pesé dans la balance, même si ce n'est pas des contrats garantis. Probablement que la bourse a été augmentée quand même assez considérablement pour ce contrat-là. Donc, mais oui, j'ai hâte de voir ce combat-là, les deux. C'est Bud Dober, en tout cas, rapidement pourrait commencer à gravir les échelons et se faire un nom. Il est dans une division pas facile à 155 livres. C'est ça qui arrive, tu sais. Tous ceux-là qui sont à l'extérieur du top 15 à 155 livres, là, bon, ça va être difficile. C'est un Shark Tank, là, honnêtement. Mais avec ce qu'il a offert à date, 7 secondes contre Matt Frivola, même pas 2 minutes et demie à peu près contre Ziam. KO la première fois, soumission la deuxième fois. Un gars qui a de la gueule, un gars qui est charismatique, McKinney. Je l'aime bien. J'ai hâte de voir. En tout cas, Dober. Il y en a des bons qui s'en viennent. McKinney, Jalen Turner en fin de semaine aussi à 155. Il y en a des solides qui s'en viennent. Mais oui, ils sont solides, mais ils rentrent dans la meilleure catégorie de l'UFC. C'est incroyable comment il y a du talent à 155. Et l'autre combat qui retenait mon attention, Alex Pereira contre Bruno Silva. Alex Pereira, ça c'est... il y a seulement un combat d'expérience à l'UFC, mais c'est un ancien grand champion de kickboxing. Il avait battu... C'est lui qui a battu 2 fois en kickboxing, en fait, Israël Adesanya. Et les deux sont dans la même catégorie à l'UFC aussi, à 185. Il a passé le KO, hein? Donc, il affronte Bruno Silva. Ça aussi, ça risque d'être rempli d'action. On va savoir assez rapidement. Ça prendra pas 10 combats avant de savoir si Alex Pereira a ce qu'il faut pour gravir les échelons, rentrer dans les classements et potentiellement... Parce que l'histoire est là contre Adesanya. Donc, l'histoire est là. Puis son premier combat à l'UFC, il a fini ça avec un flying knee, où il a commencé son attaque avec un genou. En tout cas, là, debout, il est dans une classe à part. Ça, c'est sûr. Donc, intéressant. Puis Chris Moutinho aussi, qu'on a connu... Le zombie qui a tout mangé ce que Sean O'Malley lui avait donné. Sérieusement, c'était ce combat-là. Il a perdu ce combat-là, mais il s'est fait beaucoup d'adeptes là, parce qu'il a dû manger à peu près 400 coups de poing. Là. C'était fou. Mais, il va se battre aussi cette fin de semaine. Donc, c'est sur les ondes de RDS 2 cette fin de semaine pour ce combat-là. Il nous reste quelques minutes, Pat. On a parlé brièvement dans l'actualité de l'intronisation de Khabib Nurmagomedov. C'est un no-brainer. Je veux dire, il n'y avait pas de doute qu'il était sur la courte liste là, des combattants qui vont être intronisés. Un des plus grands champions à 155 livres a mis fin à sa carrière avec une fiche invaincue. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent se vanter de ça. Donc, pardon, honneur bien mérité pour Khabib Nurmagomedov. Mais l'autre grosse nouvelle dans les derniers jours dans le domaine des arts martiaux mixtes, c'est Kayla Harrison, Pat, qui a finalement mis fin à aux spéculations. Elle va re-signer avec l'organisation PFL, Professional Fighters League. Apparemment qu'il y a eu une grosse offre de Bellator. On voulait avoir Kayla Harrison dans l'organisation pour bien sûr faire un méga combat potentiel contre Chris Cyborg. PFL avait le droit d'égaler l'offre, ce qu'ils ont fait. Et donc Kayla Harrison, double championne de l'organisation, reste avec PFL. Il y a eu Bellator qui était dans la course, même l'UFC. Est-ce que l'UFC aurait dû signer Kayla Harrison, de un, pour sauver ou reconstruire la division des 145 livres? On s'entend que ça aurait été à 145 livres qu'elle se serait battue. Et potentiellement faire un méga combat contre Amanda Nunes, 2 anciennes coéquipières maintenant, là, vu que Nunes est partie d'American Top Team. La réponse, c'est non. Pour la raison, c'est que ça ne donne rien de signer quelqu'un à 145 livres à ce prix-là. Honnêtement, il n'y a pas assez de monde, il n'y a pas assez de... 2, est-ce que le combat face à Amanda Nunes est encore rentable de se battre contre Kayla Harrison vu qu'elle a perdu son championnat à 135 livres? Ça a perdu beaucoup, beaucoup de lustre. Ça a perdu beaucoup d'engouement, ce combat-là, ça, c'est sûr. Et je
pense que si elle était capable de faire 135, on l'aurait peut-être signé. À 145, ça ne vaut pas la peine de payer une fille des centaines et des centaines de milliers de dollars pour qu'elle fasse 1 ou 2 combats dans une catégorie qui a genre 6 filles. Là. Et puis là-dedans, il y en a 2 bonnes, Amanda Nunes et Kyle Harrison. Donc, je pense que business-wise, économiquement, c'était pas rentable pour l'UFC d'aller chercher Kyle Harrison. On aurait pu rebâtir toutefois la division. Clairement, là... Mais avec qui, Ben? Il y a 6 combattants. Ouais, non, je comprends. On ne peut pas l'inventer, là. On ne peut pas l'inventer des combattants. Il n'y en a pas. Ben, je veux dire, en fait, c'est parce que les meilleurs sont à PFL. Sont à Bellator. La division des 145 livres de Bellator est plus... est mieux garnie que celle... est plus... 2-3, tu sais. Non, mais de toute façon, je veux dire, on peut pas commencer à aller chercher des filles dans d'autres catégories non plus. Là. Il y a des contrats à respecter, tout ça. Puis clairement, est-ce que le jeu en vaut la chandelle au niveau business? Parce que là, dans le fond, ma prochaine question, c'était... Je pense qu'on peut l'oublier, là, la division des 145 livres à l'UFC. Ça a été une expérience, puis... je veux dire, est-ce que c'est inévitable qu'on va mettre la clé dans la porte des poids mouches féminins? Des poids plumes féminins? Je pense que oui, ça va arriver. C'est pas une division qui est. C'est pas une division de un qui est le fun à regarder parce que c'est pas des grandes combattantes. Je veux dire, il n'y a pas des grands talents dans cette division-là. Puis même à 145 livres, même si Amanda Nunes a perdu à 135, il n'y a personne qui va la battre à 145 dans cette division-là. Oui, je pense que cette division-là risque de disparaître dans la prochaine année ou dans 2 ans. Tu sais, il n'y a pas de combattants. Je dis, tu n'es même pas capable de faire un top 10 de combattants dans l'UFC avec les combattants qui sont là. Donc, ça vaut. Et où l'intérêt dans ce temps-là? Tu sais, je pense qu'il y en a pas. C'est dommage, là, mais il faut que tu descendes à 135, sinon, je pense que tu peux oublier ta carrière à l'UFC présent. Donc, pour PFL, je pense qu'on n'avait pas le choix non plus de re-signer Kyle Harrison. C'est clairement la grande tête d'affiche de cette organisation-là qui tente de devenir vraiment le deuxième joueur. Là. Ça va être, on s'entend qu'en Amérique du Nord, c'est pratiquement impossible de dépasser l'UFC en termes de popularité, de notoriété, mais tente de déloger Bellator à tout le moins comme deuxième organisation. Là, je sais qu'on a re-signé des filles à 155 livres. Je veux dire, elle a fait... Kyle Harrison, ce qu'elle fait avec PFL depuis 3 ans maintenant, c'est... fait le ménage, là. Je veux dire, il n'y a pas une fille qui est proche. Il y a Larissa Pacheco, peut-être. C'est la seule dans sa carrière, dans la carrière d'Harrison, qui a réussi à faire 3 rounds avec la championne, à pas se faire finir, à aller à la décision. Malheureusement, l'an dernier, elle ne s'est pas rendue en finale parce qu'elle a raté la pesée avant sa demi-finale. Donc, on n'a pas eu droit à la revanche contre Pacheco. Ben, tout ça pour dire que PFL n'avait pas le choix parce que on a tenté de signer. On a signé Anthony Pettis, on a signé Fabricio Verdum, on a signé des gars comme ça qui ont perdu à PFL. Je veux dire, on tente d'aller chercher des vedettes ailleurs, puis les vedettes nous gâchent un peu ça parce qu'ils sont pas capables d'aller gagner avec PFL. Donc, pour l'organisation. Ouais, exact. Puis, tu sais, il y en a qui vont dire, ouais, mais, tu sais, c'est sûr, c'est facile pour elle d'aller gagner le tournoi à 1 million. Elle a gagné 2 fois. Fait que là, c'est sûr que là, le monde dit, elle a gagné 2 fois, là, 2 millions. Je te le confirme, elle est pas mal plus riche que 2 millions. Cette fille-là fait énormément d'argent présentement, là, pas juste avec PFA, mais de comment qu'elle est, double médaillée d'or aux Jeux Olympiques. Honnêtement, puis c'est dur, là. Elle est dure, cette fille-là. Là. Pas juste dans ses combats, mais dans ses propos. Tu vois que c'est. D'après moi, elle ne soupe pas sur mon chandelle. Là. Honnêtement, là, c'est une combattante. Elle finit rough. Là. Mais elle est multimillionnaire. Je peux te le confirmer. Elle sait bien se vendre. Elle est honnête en entrevue. Ouais. Mais comme tu dis, c'est une... elle sait ce qu'elle veut. Là. Elle passe pas par 4 chemins. Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle vaut. Puis elle le dit haut et fort. Puis ouais, parce que puis on va finir là-dessus. Au final, le gagnant, c'est minimum 1 million. 95% des combattants à PFL, lorsqu'ils gagnent le tournoi, ils vont avoir 1 million dans leur poche parce qu'ils vont faire des bourses assez modestes durant les combats. Ils sont payés à chaque combat quand même.
mais ils vont faire des bourses assez modestes. Puis s'ils gagnent la grande finale, c'est là qu'ils vont faire beaucoup de sous. Mais c'est pas mais pour Kyle Harris, à la fin, hein? C'est ça, pour l'expliquer, là, c'est que tu gagnes pas 1 million à la finale. Non. Et si tu te rends à la finale, puis là, tu gagnes la finale, le total des bourses que tu as faites pour te rendre à la finale donne 1 million. C'est comme ça que ça va. C'est ça. Souvent, ça va. Souvent, les gens vont gagner quelques dizaines de milliers par combat. Disons, un combattant comme Olivier Aubin-Mercier, je ne veux pas dire n'importe quoi, là, mais il peut peut-être faire 50 000 $ par combat. Mais pour gagner la finale, il faut qu'il gagne 4 combats dans l'année. Donc, s'il gagne ses 3 premiers, il va avoir fait 150 000, ben on va lui donner 850 000 qui reste s'il gagne la grande finale. Ils sont quand même payés à chaque combat. Mais pour Kyle Harrison, elle, c'est peut-être 500 000 qu'elle fait par combat. Là. Puis elle va gagner. Si elle gagne le tournoi 1 million, mais elle a fait plus qu'1 million parce qu'elle fait minimum. Elle fait plusieurs centaines de milliers de dollars de toute façon par combat. Donc. Même chose quand on est allé chercher Pettis et Verdum, on leur a promis des bourses beaucoup plus élevées que d'autres combattants pour les attirer justement avec PFL. Donc voilà pour Kyle Harrison. Ça m'a fait quand même à plusieurs mois de spéculation là, et tout ça. Donc elle était peut-être la joueuse autonome ou l'agente libre la plus en demande présentement sur le marché. Et honnêtement, là, je suis même pas sûr que l'UFC a fait un offre. Honnêtement, je pense qu'on est resté en arrière. Puis, voilà, elle ne demandait pas vraiment trop cher pour une catégorie de poids qui était en train de se dissoudre de loin. Et peut-être qu'effectivement, quand Nunes a perdu son titre, sa ceinture de 135 livres, ça a encore plus changé la donne du côté de l'UFC. C'est pas farfelu de penser ça. Pat, merci. On se voit samedi. Nous, c'était à 18h. Je suis en train de regarder, d'essayer de trouver l'horaire. C'est sur les ondes de RDS. Après le golf, donc autour de 18h. Au Canada qui vont sacrer. Ben, en fait, non, puis en fait, tu fais bien de le mentionner parce que Luc, notre producteur du podcast ici à RDS, Luc Dansereau, qui m'a écrit un courriel juste avant, puis les gens qui sont abonnés à RDS, mais qui ne sont pas abonnés, dans le fond, ce qui va arriver, là, c'est que le golf risque de déborder. Là, je veux dire, on pense que ça va finir vers 6h, mais ça peut finir à 6h30. Là. Exact, comme d'habitude. Donc, si vous êtes abonné à RDS et que vous voulez regarder l'UFC, vous allez sur le site internet de rds.ca et gratuitement, vous allez pouvoir avoir sur Internet le début de la diffusion du gala de l'UFC, même s'il n'est pas télédiffusé à la télévision parce que le golf est un petit peu plus long que prévu. Donc, voilà. Pas de souris, là, ça arrive toujours. Les gens appellent, les gens écrivent. Les gens, comment ça, vous n'êtes pas là? On va être sur le rds.ca. Je sais plate. Vous regarderez sur votre laptop, sur votre iPad. Vous le castrez sur la télévision ou je sais pas, mais momentanément, on va être sur le rds.ca, puis après ça, on va passer à la télévision. Voilà. Merci. Ça m'a fait penser à ça. Et merci à Luc de m'avoir rappelé ça juste avant l'enregistrement, donc aujourd'hui. On se voit samedi, mon cher Pat. Oui, mon Ben. À bientôt. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée à vous aussi également à la maison. Et on se retrouve la semaine prochaine, peut-être, si je trouve un remplaçant à M. Côté pour un autre épisode dans la cage. Ciao!